On commence, Gwen? Ouais, du coup, je vous propose de vous dire juste deux mots sur le Meetup Beyond Scrum Mastering pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un meetup qui a été créé par Fleur et Bastien il y a un an, si je ne me trompe pas. Ils sont partis du constat qu'il y avait de plus en plus de personnes qui étaient amenées à accompagner des équipes, que ce soit des Scrum Masters, des facilitateurs, des coachs. Et ils ont voulu proposer un lieu d'échange et d'apprentissage autour de notre travail d'accompagnement d'équipe et qui va au-delà des méthodologies comme Scrum. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'Agile Fluency. C'est Niels qui va le faire et je vais le laisser vous expliquer comment le meetup va se dérouler. Et voilà, je vous souhaite un bon meetup. Merci. Eh ben, merci. Je viens de vous mettre un petit message dans le chat pour fermer vos micros. Donc, c'est CTRL-D ou POM-D ou Commande-D, selon la version de votre Mac. Sous Linux, je ne sais pas. Et pour fermer vos caméras, c'est la même chose avec E, CTRL-E ou POM-E. Les caméras, c'est plutôt pour la bande passante. Et les micros, c'est plus pour le bruit qu'il peut y avoir chez vous ou dans votre bureau, des bruits de passage, des bruits de voiture ou de tondeuse pour ceux qui sont pas loin d'un jardin. Donc voilà, c'est plus pour ça. Hop, on accepte encore les retardataires, entre guillemets. Donc moi, on va commencer. Le meet-up, je vais l'écrire au fur et à mesure sur la page blanche que vous voyez. Et dans un premier temps, on fera une présentation assez classique du modèle et on essaiera à la fin de faire un petit exercice chacun dans son coin pour vous faire réfléchir. Euh, Moi, je vais me présenter en tout premier, puis après, on va y aller. Donc, moi, je m'appelle Niels Le Sieur, je travaille chez Binex depuis 2 ans, je suis coach agile. Donc, j'accompagne les organisations, soit côté produit, soit dans leur organisation quotidienne. Les deux ont évidemment un lien. Et alors, pas de son, Gwen. Non, moi j'ai le son. Anthony, t'es sûr que... Essaie de te déconnecter, de te reconnecter, des fois ça Ouais. arrive. Ou de vérifier ton micro. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont le même problème? Ok. Ok. Merci Anne-Sophie, merci Karma. Ok. Donc pour Anthony, essaye de regarder si le son de ton PC est allumé ou alors rafraîchis la page ou déconnecte-toi, reconnecte-toi. Donc aujourd'hui, on va parler d'un modèle qui s'appelle Agile Fluency. Euh, c'est un modèle qui a été créé par James Shore et Diana Larsen. Leur premier article date de 2012. Et c'est un modèle empirique qui vient de leurs observations personnelles. Donc, ils ont accompagné pas mal d'équipes. Diana, elle doit avoir 20 ans de coaching et James à peu près pareil. James a une partie plus tech. Il anime toute une série de vidéos sur du TDD et des choses comme ça et des pratiques de l'extreme programming. Donc ils ont observé, ils ont vu l'agilité partir d'un petit embryon porté par des développeurs, par des pionniers entre guillemets à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ils s'aperçoivent et puis ils entendent aussi leurs clients, les structures, que l'agilité n'apporte pas toujours ce qu'on attend d'elle. Et ils ont essayé de formaliser leurs observations dans ce modèle. Euh, donc je vais commencer à dessiner. Hop. On va parler que d'agilité et on ne parlera pas de ce qu'il y a avant dans le modèle que eux appellent
Préagile. Préagile, si on doit en toucher deux mots, on parle peut-être pas de valeur, on n'a peut-être pas les bonnes pratiques en technique, on est peut-être sur des tâches très individuelles, etc., etc. Donc on va parler, dans ce modèle, on va parler de lieux. Donc il y aura 4 lieux pour ceux qui veulent prendre des notes, dessiner, etc. et s'organiser. Il y aura 4 lieux. Dans chacun de ces lieux, donc il y aura une petite description, il y aura des compétences, des bénéfices et des investissements à faire. Donc vous pouvez prendre des notes sous forme de tableau, ça marche pas mal. Et la deuxième chose dont on va parler, parce que dans le modèle Agile Fluency, il y a deux mots, il y a Agile et Fluency. Fluency, en français, on peut le traduire par aisance, par maîtrise. Et il faudra toujours se rappeler que dans chacun de ces lieux, on parle de l'aisance de l'équipe, aussi grande qu'elle soit. Ça peut être une équipe de 3, 10 personnes ou un département ou un service. C'est une notion d'équipe, c'est une notion d'aisance d'équipe, propre à l'équipe. Peu importe si c'est porté par une ou un groupe de personnes, mais cette aisance, elle doit permettre la pratique même sous pression forte. C'est une habitude, c'est une routine, quelle que soit la routine ou l'habitude. Je vais vous poster aussi dans le chat un article sur lequel je vais m'appuyer aujourd'hui, que j'ai rédigé pour aujourd'hui d'ailleurs. Et vous verrez, si vous vous connectez, vous verrez que j'ai mis une photo de cirque où il y a 4 trapézistes qui essayent d'attraper leurs mains. Cette figure, elle ne marche pas si un seul porte l'aisance. Le numéro, il marche que si les 4 ont l'aisance, ou l'équipe a l'aisance de faire cette figure. Alors, donc le premier lieu, je vais beaucoup parler en français, même s'il y a peu d'écrits en français. Le premier lieu, il s'appelle Focus Valeur en anglais. Donc, je vais vous mettre les mots Focus Value en anglais. Je vais mettre les mots en anglais pour que vous puissiez vous repérer. On appelle ça aussi l'agile fondamental, les fondamentaux de l'agile. Et en français, moi, je l'ai traduit par alignement, les équipes alignement. Pour passer d'un mode pré-agile à ces équipes, à ce forme d'équipe, on a parlé de travail individuel, de travail, quelle que soit l'organisation en fait. Ici, on aura un changement de culture d'équipe. Donc, si vous voulez, sur chaque flèche, il y a un shift qui va s'opérer. Nils, oui. Par contre, si c'est possible d'écrire uniquement en noir parce que les personnes ne voient pas très bien le grisé. Ok. Merci. Là, il y a un shift de culture d'équipe. Où l'équipe va prendre conscience, va devoir prendre conscience de son rôle et de son organisation. Comment ça se manifeste les équipes alignement qui sont en maîtrise, elles sont alignées sur la valeur métier et elles produisent de fait, elles produisent de la valeur métier. Vous connaissez peut-être la petite phrase, si vous suivez les coûts, vous générez des coûts, si vous suivez la valeur, vous générez de la valeur. C'est un peu ça qui va se passer ici. On va arrêter d'avoir des réflexes de pré-agile, notamment suivre les coûts, le triangle de fer que vous connaissez peut-être, et on va s'intéresser à la valeur. Une équipe, dans chaque lieu, on va avoir des différences de maturité et d'aisance. Une équipe qui va débuter ici, qui ne sera pas en aisance, elle va toujours regarder
des considérations techniques, ses couches logicielles, elle va penser son produit sous forme de couches logicielles, et sans doute encore avec des contributions individuelles, d'experts, etc., etc. Une équipe en, une équipe en aisance, en maîtrise, quelle que soit la tempête, elle comment dire, elle va s'intéresser à la valeur, elle va euh, écouter son client, son sponsor, et elle va lui livrer euh, ce qu'ils ont planifié ensemble. On va donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de concret? On va sans doute mettre, c'est là qu'on va mettre qu'on va mettre Scrum. Alors, je vais changer de couleur. Vous me dites si c'est pas bien. Je vais écrire en bleu. Est-ce que vous voyez là? Ouais, ok, merci. Donc c'est ici qu'on va mettre des méthodes, des cadres agiles, Scrum, Kanban. C'est là où on va mettre Kanban, la méthode et le tableau. C'est ici aussi qu'on va commencer à mettre des rétrospectives, puisqu'on a dit que l'équipe, elle devait être consciente de son organisation. Il y a une rétrospective, c'est une façon de se rendre conscient de son organisation. On va mettre des backlogs, on va évidemment mettre des user stories, on va mettre peut-être des business value points ou des choses comme ça. Il y aura peut-être des chartes d'équipe. On aura peut-être, on va essayer de récupérer du feedback de ses pairs, donc entre PO, entre développeurs, etc., etc. Il y a une notion aussi qui est importante ici, c'est l'équipe, elle devrait se sentir mieux euh, quand elle est en aisance. Donc, on va mettre en place aussi des rendez-vous ou un climat de sécurité psychologique. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce lieu une fois qu'on a une équipe qui parle valeur et qui arrive à répondre aux besoins de son sponsor, de son client? Il faut qu'elle vérifie cette valeur. Il faut qu'elle livre. Et au moins une fois par mois, il y a une démo pour montrer, donc pour être transparent, ce qui est nouveau peut-être pour cette équipe, et pour récolter des feedbacks et ajuster s'il faut. Donc ça, c'est important. On fait des petits. Scrum et Kanban vous permettent de faire du time box, entre guillemets, donc les sprints pour Scrum, et puis dans Kanban, ça s'appelle pas des sprints, mais il y a tout ce qui est la notion de débit, qui vous permet d'ajuster en fonction. Je parle pas de pivot au sens Lean Startup, on n'en est pas encore là. Donc on est transparent, on fait sans doute, on a un vrai focus sur la valeur. On va réfléchir là-dessus et on va, notamment lors des rétros, on va, on va s'organiser pour essayer de dégager le maximum de valeur. Donc, on va relier organisation et produit. C'est peut-être nouveau aussi pour cette équipe qui découvre l'agilité. Et enfin, avec ces réunions, normalement, devrait rendre l'équipe plus alignée. C'est-à-dire, on va parler des choses qui sont implicites, on va les expliciter, ça va réduire les malentendus, c'est aussi ça qui va augmenter la sécurité psychologique. On va peut-être ralentir des délais de décision, etc., etc. Je répète, c'est un modèle empirique et James et Diana estiment que, de leurs observations, il faut 2 à 6 mois pour passer d'une équipe pré-agile à une équipe en maîtrise dans cette zone-là. Donc maîtriser Scrum, les rétros, le timebox, le management visuel, etc. Est-ce, est-ce que est-ce que ça vous paraît clair pour l'instant? Ok. Merci. Est-ce qu'il y en a qui s'identifient à ce lieu?
D'accord, super. Merci. Euh, je voulais te dire quelque chose et j'ai juste, ça m'est passé. Euh, bon, ok, ça reviendra peut-être. Donc pour passer de là, on a dit qu'il fallait faire un chiffre de culture d'équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura sans doute des compétences à acquérir, des choses qu'on ne savait pas faire et qu'il va falloir savoir faire, qu'il va falloir maîtriser. Donc, par exemple, montrer une fois par mois notre travail, on savait peut-être pas le faire. Ça nécessite des nouvelles choses, des nouvelles compétences, un environnement disponible, des choses comme ça. Donc, il va falloir qu'on acquiert ces compétences. Travailler en équipe, parfois ce sera frustrant. Travailler en équipe, c'est avec une vie sociale. Alors que je pouvais très bien être bien dans mon bureau à travailler tout seul. Peut-être qu'il y a des gens qui vivent très bien le confinement et on s'aperçoit que le travail, c'est un vrai, il y a un vrai lien social qui peut parfois être frustrant. Ça va pas aussi vite que quand on est tout seul. Et il faudra accompagner le management là-dessus, sur justement ce changement de culture et ce besoin de l'équipe. Et on l'a dit un peu dans les compétences, il faudra que l'équipe acquiert de plus en plus la conscience des interactions entre l'organisation et son produit. Donc, on peut former, on formera, il faut former dans les investissements qu'on doit faire pour passer de là à là. On a parlé des compétences, mais les investissements, bah, il faut former. Donc, soit vous savez former, soit il faut aller chercher des gens à l'extérieur pour former les managers, pour former les PO, pour former les équipes. Il va falloir un espace, sans doute un espace dédié. Un espace dédié et pour côté produit, il vous faudra de la disponibilité. Souvent, elle est représentée par un PO. Euh, un des bons patterns, c'est que ce PO il soit dédié au projet et qu'il soit à 100% quasiment avec l'équipe. Quand je dis avec l'équipe, c'est qu'il soit dispo pour ce projet et qu'il soit avec l'équipe au sens physique si on est colocalisé et si on est en travail distribué, il faut qu'il soit disponible pour répondre aux questions court terme, moyen terme. Ok. Donc là, vous m'avez dit que certains d'entre vous se voyaient là. On rappelle que ce sont des lieux, ce sont pas des étapes à atteindre. Le but, c'est pas d'atteindre le dernier lieu que je vous présenterai tout à l'heure. Euh, vous, Diana et James ont pris une analogie du ticket de bus. Quand vous prenez un ticket de bus ou un ticket de train, parfois c'est pour faire 2, 3 kilomètres pour aller chercher une petite course. Et puis parfois, vous prenez le train pour traverser la France, pour aller voir votre famille ou pour le travail, etc. Là, c'est pareil. Vous n'allez pas mettre le même prix en fonction des bénéfices que vous voulez. Ce lieu-là est particulièrement peut être adapté pour des web agencies qui font des logiciels one-shot. Une fois que ou des sites événementiels, le concert est passé, on n'a plus besoin, on jette le site. Le lieu d'après, bah, c'est justement quand on veut quelque chose de plus durable. En anglais, il s'appelle Deliver Value. Le sous-titre, c'est justement ça, c'est l'agile durable. Et en français, j'ai pas été très kamikaze, je l'ai appelé livraison. Le shift ici, il est technique. C'est le lieu de la technique du modèle. Euh, Par rapport aux équipes alignement qui savent livrer, puisqu'elles savent livrer au moins une fois par mois. Les équipes livraison ou qui sont dans le lieu Deliver Value,
elles savent livrer quand elles le désirent. Elles sont capables de livrer s'il faut tous les jours, si ça fait sens pour elles. En tout cas, elles peuvent livrer beaucoup plus qu'une fois par mois. Et l'aisance, c'est quand elles le veulent. On va retrouver, par rapport à ce qu'on a mis en bleu, Scrum, Kanban, etc. Ici, on va retrouver des pratiques de l'extreme programming et plus récemment aussi du mouvement DevOps. Euh, on va retrouver des choses comme le TDD, on va retrouver des choses comme le pair programming, euh, on va retrouver des choses comme l'intégration continue. Je note ça sous CI, parce que en anglais on connaît sous CI, CD, donc intégration continue et déploiement continu, etc., etc. Toutes sortes de pratiques tech que vous avez pu entendre de près ou de loin, c'est ici qu'on va les acquérir selon les besoins. Euh, est-ce, est-ce que là, les mots TDD, CI, CD, c'est bon pour vous? Ok. Justine, c'est quel mot qui te va pas? Tu peux prendre le micro? Justine? Oui, du coup, c'est plutôt CI/CD. Peut-être que j'ai déjà entendu, mais là, je j'accroche pas les wagons. Ok. Alors, CI, c'est pour intégration continue, c'est-à-dire que j'ai plein de développeurs, ils codent forcément un peu en local sur leur PC, alors tout seul Mm. ou en pair programming. Bon, au final, j'ai plusieurs bouts le logiciel est un peu distribué, c'est-à-dire que sur chacun des PC des développeurs, j'ai une version. Mhm. Et on va intégrer, ce qu'on dit intégrer, c'est on va mettre tous les développements ensemble. Donc D'accord. on va fusionner tous les bouts de code. Et cette intégration, quand on dit continue, bah, c'est à chaque fois qu'un développeur pousse du code vers le serveur, il est intégré. Et donc on a un D'accord. modèle complet à chaque fois. Ok. C'était Et le déploiement continu, c'est qu'en plus on le déploie. On le déploie sur un serveur. L'aisance maximale Ok. étant de le déployer tout le temps en prod. On peut déjà Mm. viser quelque chose de moins grand. On peut déjà faire un déploiement continu sur un environnement de dev qui sera instable, mais peut-être instable, mais c'est pas très grave. Ok. OK? Merci. Ouais, Donc, merci. alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ici, par rapport à la durée, il va falloir du temps. Il y a plein de pratiques techniques. Il va falloir beaucoup d'accompagnement dans les investissements. On va beaucoup former au détriment parfois de la productivité. C'est-à-dire que pendant un certain temps, l'équipe va être moins productive parce qu'elle va se former. Euh, on est sur, euh, on est sur quelque chose de plus long. Il faut rajouter, donc je vous mets un plus, en plus des 2 à 6 mois, il faut rajouter de 3 à 24 mois, selon dont on part, selon d'où on part. Pardon. Donc on a parlé de ça. Donc les bénéfices, à quoi ça sert? À quoi ça sert de se former et d'acquérir des nouvelles compétences tech? Le but, c'est de réduire les défauts. On veut que ce soit durable, on veut pouvoir livrer plus souvent. Livrer plus souvent, si on a beaucoup de défauts, tout de suite les invitations de gestion de crise. Euh, vous ne pouvez pas livrer souvent avec un taux de défaut élevé. Donc le but de ces pratiques, c'est de réduire le nombre de défauts pour pouvoir être plus à l'aise derrière pour livrer, pour être plus confiant. Moins de défauts égale moins de bugs à maintenir, peut-être, et l'équipe devrait avoir plus de temps pour se consacrer à des améliorations, quelles qu'elles soient, de performance, de ce qu'on veut finalement, pour que le produit soit mieux. À vous de voir, à vous de faire signifier ce que ça veut dire mieux dans votre environnement. Et enfin, vous avez sans doute déjà entendu plein de développeurs qui crient parce que c'est l'enfer, etc. Bah, ça aussi, ça devrait être réduit. Il devrait y avoir peu de défauts, il devrait y avoir moins de dettes techniques.
et l'équipe va vivre mieux. Et d'un point de vue RH, je ne sais pas s'il y a des RH qui nous écoutent, mais des gens qui vivent mieux, c'est des gens qui restent dans les entreprises. Et donc ça, c'est déjà pas mal. Et une productivité qui est renforcée de fait de l'implication et de l'engagement qui est sans doute renforcée. Donc on a dit les compétences. Les compétences, ben, beaucoup de compétences tech à acquérir. Je répète, le must du must, c'est qu'on livre quand on veut en prod. Dans le modèle, c'est marqué une fois par jour en prod, et c'est même marqué que c'est le PO qui livre. Donc je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des PO dans le meet-up, et parmi eux, est-ce qu'il y a des PO qui livrent? Est-ce qu'il y a des PO parmi vous? Il y a Justine qui dit non. Ouais, Justine qui dit non, je vois. Ah, oui, le PO, il devrait décider de quand il livre, et la meilleure façon de décider quand il livre, c'est que ce soit lui qui puisse livrer, en fait. Et du coup, comme dit Olivier, et la livraison devient un non-événement, peu de défauts, peu de dettes, peu de bugs. Ça facilite grandement, et on ne sait même plus quand est-ce qu'on livre, tellement c'est fluide. C'est l'aisance absolue de ce lieu-là. On a parlé de pair programming, de TDD. Le code ici, il appartient à tout le monde. Ça peut vous paraître bête quand on dit ça. Appartenir à tout le monde, c'est pas seulement le voir dans l'arborescence de son gestionnaire de code source. C'est pouvoir intervenir à peu près dans n'importe quel bout de code. Je sais le faire. Il y a un environnement qui est mis en place pour que je génère le moins de défauts possible, même si c'est la première fois que je viens. Il y a des règles, je dois faire du TDD, etc., etc. Bref, je dois pouvoir intervenir partout, et l'organisation doit me le permettre. Quand je dis l'organisation doit me le permettre, il n'y a pas un développeur qui dit mais t'as pas à toucher à ça, par exemple. C'est des phrases qu'on entend. Mais ça, c'est à moi, mais ça, c'est à l'autre équipe. La responsabilité du code, elle est collective, et quelqu'un qui touche du code pour la première fois, sauf à être un kamikaze, il va pas faire n'importe quoi. Surtout s'il sait que ça part en prod le soir. Et la compétence, on l'a dit et je le redis, on doit aller en prod, le code il appartient à tout le monde, et là c'est vraiment le lieu de l'excellence technique, des livraisons en prod rapides, automatisées, etc., etc. Et ça s'arrête pas, c'est-à-dire qu'on fait toujours mieux. Mais ça, je pense que c'est une notion que vous connaissez, l'amélioration continue, elle est déjà présente ici, au niveau de l'organisation et du produit. Dans les investissements, on va reformer, on va continuer à former, c'est un mot qu'on a déjà mis ici, mais là on ne forme pas sur la même chose, on ne forme plus l'équipe sur son organisation, on ne forme pas forcément les managers à encadrer ce nouveau type d'équipe, on va former surtout au niveau des pratiques techniques. Vous avez les compétences pour former en interne, très bien, vous n'avez pas. Pareil qu'ici, il y a des coachs dont c'est le métier, des coachs craft, des coachs DevOps dont c'est le métier, et qui savent faire et qui maîtrisent les productions, qui maîtrisent le code de production. C'est pas pareil d'intervenir sur des katas, sur du code d'exercice, que d'intervenir sur des codes de production. Vous allez sans doute avoir besoin aussi pour livrer, peut-être que l'équipe elle n'est pas autonome au début. Quand elle n'est pas en maîtrise, elle n'est pas autonome, elle ne sait pas tester son application, elle ne sait pas la livrer. Peut-être qu'il faut faire intervenir des gens de la qualification, des équipes test, des équipes QA, je ne sais pas comment vous les appelez chez vous, et des équipes infra, ops, pour justement débuter dans ce lieu et arriver à une maîtrise. Donc là, il y a une interaction, je vais mettre ça avec QA et les ops, si on n'a pas les compétences dans l'équipe. Et alors, ça c'est une petite touche, je trouve que c'est une petite touche d'humour dans le modèle. Ici, on forme les techs à l'agile, aux pratiques agiles. C'est ce qui est assez drôle, puisque l'agilité, ça a été inventé par des techs pour la tech au début, pour les développeurs.
Donc c'est assez rigolo et ça vous le voyez bien, il y a d'un côté les conférences PO, Scrum Master et d'un autre côté les confs techniques. Donc voilà, c'est assez rigolo de voir ça. Donc ça, c'est plutôt ici. Une fois que une fois que vous êtes en maîtrise de ce lieu-là, euh, vous êtes, vous êtes sans doute passé par là aussi. Donc vous êtes capable de livrer quelque chose qui a de la valeur et vous la livrez tout le temps. Vous la livrez quand vous voulez. Donc on est déjà sur des équipes qui apportent beaucoup de valeur à l'entreprise, puisqu'elles peuvent livrer très souvent. Le troisième lieu, qui s'appelle Optimize Value en anglais. Et donc en français, on n'a pas été j'ai appelé ça optimisation. Comment dire, son petit nom, c'est les promesses de l'agile. C'est-à-dire que quand on parle d'agile à quelqu'un, il s'imagine être là. Vous voyez qu'avant, il y a quand même du travail. Pourquoi il s'imagine être là? Il s'imagine que l'équipe, elle est alignée, qu'elle produit de la valeur, qu'elle livre quand elle veut et, et qu'elle a des retours utilisateurs, qu'elle est client-centrique, etc., etc. C'est ici qu'on va voir toute cette partie apprentissage du client et de l'utilisation. C'est toute la partie marché. Le shift, il est au niveau de la structure de l'organisation. Là, j'ai peu de place. Donc, shift sur la culture organisationnelle. Pourquoi? Parce qu'on va être obligé d'écouter le marché. Incroyable. Là, les équipes qui sont en maîtrise, ce qui les différencie d'ici, des équipes qui sont en maîtrise, et ici, elles livrent quand elles veulent. Là, elles livrent quand ça fait sens pour le marché. Est-ce que vous sentez la différence entre l'équipe livre quand elle veut et l'équipe livre quand ça fait sens pour le marché? C'est clair pour vous cette différence ou pas? Nils, s'il y avait une question d'ailleurs. Ouais, je vois. Deux questions, ouais. Ok, alors, question de Anne-Sophie. Est-ce qu'on peut être dans cette zone tech sans pour autant être passé dans la zone focus value? Je pense à des personnes passionnées par la tech qui n'ont pas pris en compte les enjeux value. Ben oui, et c'est pour ça que je vous ai dit la petite blague, c'est de former les techs ici. On va former les techs aux pratiques techniques et on va aussi les former aux pratiques agiles. Et oui, vous pouvez être dans un lieu sans avoir fait, entre guillemets, les lieux qui sont avant. Euh, c'est un modèle empirique, donc ça vient d'observations, et les observations, on a constaté que les équipes, globalement, suivaient le chemin des flèches. Mais on peut très bien avoir une entreprise qui est orientée très tech, avec plein de serveurs en interne qui peut livrer à outrance tous les jours, etc. Et en même temps, ne pas savoir livrer de la valeur. Elle livre. Et elle livre avec peu de défauts, parce qu'elle a des très bons développeurs, mais par contre, elle a un manque au niveau PO, au niveau métier. Et oui, on peut être là sans être passé par là. À titre individuel, comme ce que tu dis, ou à titre d'équipe, ou même d'organisation, une organisation qui est complètement tech. Pas flagrant pour Justine la différence entre être capable de livrer quand je veux et de livrer quand ça fait sens pour le marché? C'est ça. Ok. Alors, je sais qu'il y a Stéphane qui m'écoute dans l'assistance. Stéphane, il travaille chez Deezer. Une fois, je lui ai dit, moi, je pense que ici, il y a Spotify et ici, il y a Deezer. C'est-à-dire que Deezer est capable de livrer, mais pas de livrer quand ils veulent. Mais Spotify, ils font le marché. Ils sont devant. Ils font le marché et donc ils livrent quand ça fait sens pour le marché. C'est eux qui lead le marché. Et Deezer répond. Donc c'est globalement vrai. Il y a Deezer qui a sorti une vraie fonctionnalité différente
et extraire les pistes des différents instruments sur des pistes audio. Donc ça, Spotify l'avait pas. Mais globalement, Spotify mène le marché, lead le marché et livre quand ça fait sens pour le marché. Donc est-ce que c'est plus clair avec les exemples? Oui, top, merci. Ici, on va retrouver, donc pour donner des exemples, ici, on va retrouver des boîtes comme N26, comme Netflix, plus Netflix par ici, qui font la pluie et le beau temps en fait. C'est eux qu'on suit. Ils sont capables de livrer tout le temps, ils sont focus valeur et ils mesurent tout pour avoir un produit client-centric. Et les autres sont là, copient et répondent aux coûts et aux à-coups de Netflix. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de là? Les équipes, elles savent où elles se situent sur le marché. Souvent, elles sont en tête. Elles sont capables de dire où elles vont aller. Et là, par contre, on va pivoter s'il faut. Là, on est conscient. Donc là, dans les petites pratiques, il y a le Lean Startup, peut-être. Vous voyez que le bleu, c'est pas des indispensables, c'est à titre d'exemple. C'est pas si vous faites pas de Lean Startup, vous n'êtes pas là. Non, c'est pas bijectif. Vous pouvez très bien être là sans faire ça. Mais par contre, il y a une vraie réflexion produit. Une autre, ça peut être du design thinking. C'est ici aussi qu'on va retrouver des pratiques comme le user story map, l'impact map, ben, bref, toutes les maps. Elles vont nous donner de la stratégie et on va apprendre avec les retours à ajuster et à pivoter. Donc le bénéfice, c'est d'avoir une équipe ou des équipes qui savent où elles sont sur le marché, qui peuvent pivoter. L'équipe, elle est armée niveau produit. Tout à l'heure, on a dit que c'était bien si on avait un PO ici. Là, on a peut-être plusieurs personnes avec des compétences différentes. Elles font partie de l'équipe et on peut prendre des décisions encore plus rapides et encore plus pertinentes. Les livraisons vont nous permettre d'apprendre. On va monitorer plein de choses côté utilisateur pour détecter ces nouvelles habitudes. Est-ce que notre livraison est utile, est utilisée, a de l'impact, produit de la valeur, etc. etc. Voilà. Là, on a vraiment une expertise produit au sein de l'équipe. Et on va en tirer le plus de profit possible. Ce qu'il va falloir mettre en place, une roadmap orientée impact. Tout à l'heure, on parlait de focus valeur. Peut-être que là, on va mesurer les impacts. Quand je livre telle fonctionnalité, ou quand j'enlève telle fonctionnalité, ou quand je fais telle adaptation, qu'est-ce que ça produit idéalement en termes soit de nombre d'utilisateurs, soit de nombre d'utilisation, voire même à l'euro ou au dollar, peu importe. L'équipe, elle va être quasi autonome à 100%, c'est-à-dire si on a fait le chemin, elle sait livrer quand elle veut. Là, elle va savoir livrer quand ça fait sens pour le marché. Elle est responsable de ses livraisons, ce qui veut tout dire, c'est-à-dire du plan, de la date, de ce qu'il y a dedans, etc., etc. C'est pas une verrue, l'équipe, elle appartient à une organisation et ces roadmaps, elles sont affichées, elles sont challengées et l'équipe est là pour que l'organisation, elle n'est pas là pour tuer l'organisation dont elle appartient. Et en réciprocité, l'organisation s'assure que l'équipe peut être autonome. Donc lui fournit les moyens d'être autonome. Dans le lieu livraison, on a parlé d'excellence technique. Ici, on est sur de l'excellence produit. On cherche toujours à avoir une compréhension toujours plus fine, toujours plus accrue du marché.
on est prêt à pivoter. On va, s'il faut, si ça fait sens, on va toujours tester avec, j'ai pas marqué, mais c'est ici qu'on va retrouver des choses comme l'A/B testing, où on va tester plein de versions de notre logiciel et on va voir le comportement des utilisateurs en fonction. Les investissements, plus que jamais, vous devez avoir une équipe dédiée. On l'a dit là, on peut le redire là. C'est la base. C'est la base. Je sais plus qui mettait dans le chat. Ça suppose d'avoir une équipe, de travailler en équipe. Oui, ça suppose de travailler en équipe. L'équipe, elle comprend des experts métiers. Peut-être ici on avait un PO, là on a des PO, des experts métiers qui sont présents, qui sont disponibles. On peut penser à une personne, mais ça peut être un collège de personnes selon la complexité du produit, la complexité du métier. On a une équipe toujours plus autonome. Le management, il faut l'accompagner. Il va falloir lâcher prise, il va falloir accompagner l'équipe dans son autonomie. C'est plus le management, c'est un autre type de management. Ça peut être compliqué à vivre pour un manager qui voit son équipe de plus en plus autonome. Et il ne devra plus regarder que les plannings, mais plutôt les impacts, au niveau des euros, au niveau de ce qu'on a dit déjà, du nombre de personnes, d'utilisateurs, etc., etc. Donc, autonomie, excellence produit, et on n'est pas tout seul, on appartient toujours à l'entreprise et on essaye de pas jouer, de pas faire les cow-boys solitaires. Et justement, c'est le lieu d'après, en fait. On essaye de pas faire les cow-boys solitaires, et le dernier lieu, qui s'appelle Optimize System, c'est justement là où l'équipe va prendre réellement conscience qu'elle appartient à quelque chose de plus grand qu'elle, et qu'elle va aider cette structure qui est plus grande. En français, j'ai mis renforcement pour justement renforcer ce système, pour le rendre optimum, plus fort. Il y a un truc que je vous ai pas mis, et je vais vous le mettre tout de suite. Ici, il faut rajouter, pareil, ça dépend où vous en êtes, mais là, c'est long. C'est quelque chose qui est long. Il fallait du temps pour monter en expertise technique, il en faut encore plus pour monter en expertise produit, parce que le changement, il n'est pas que sur de la technique pure, il est sur de la culture organisationnelle. La structure, je me suis trompé, sur la structure organisationnelle, pardon. Je suis désolé pour la rature. Donc ça va être ça va forcément être plus long. Et c'est ici le chiffre de culture. Parce que pourquoi il y a un changement de culture organisationnelle? Parce que justement, j'appartiens à quelque chose de plus grand et que je peux que je suis conscient que j'appartiens à quelque chose de plus grand, et je vais l'aider, et je vais agir pour aider cette structure plus grande. Vous voyez que c'est compliqué pour moi d'en parler parce que le sous-titre, c'est le futur de l'agile. Donc on a peu de retours, on a peu d'expérience. C'est sans doute le lieu des entreprises libérées, des entreprises comme, pour citer des boîtes françaises, comme Favi, peut-être plus maintenant, mais quand il y avait Jean-François Zobris qui y était, une boîte qui est encore une société française et encore libérée aujourd'hui, qui s'appelle Chronoflex. Donc là, on est on est sans doute sur des entreprises libérées. En tout cas, ça ressemble à ça. Dans les pratiques qu'on voit ici, c'est des équipes auto-constituées. Ça, c'est une des pratiques. C'est elles qui recrutent. C'est elles qui fixent leur nom, qui s'organisent, etc. On va aussi avoir des techniques managériales
différentes qui permettent justement d'aborder la complexité organisationnelle d'un point de vue un peu plus haut que celui de l'équipe. Je ne reviens pas sur Cunevin. Pablo Perno a fait une session une heure et demie, où il a pas tout abordé. Donc, je ne vais pas aborder le sujet en 30 secondes. La vidéo, elle est disponible sur le Vimeo de Binex, si ça vous intéresse. On va aussi, pour ceux qui connaissent, on va utiliser les forums ouverts, les open space. La technique, c'est Open Space Agility, où on va laisser émerger, on ne sait pas trop ce qui va se passer, comment ça va se passer, quelles actions vont être prises, mais on accepte ça. Et dans ces réunions, ce sont des réunions cross-équipe, cross-département, et on va résoudre des problèmes organisationnels, justement des problèmes cross-équipe, des goulots d'étranglement qui font que l'équipe A, elle pourrait aller plus vite, mais l'équipe B, en fait, ça marche pas bien. Donc on va réfléchir à ce niveau-là. On pourrait citer aussi des modèles comme sociocratie ou holacratie. Donc on va organiser des choses comme ça pour résoudre des problèmes. On va aussi en organiser pour optimiser ou pour aider une équipe qui est en difficulté. C'est les équipes qui sont en aisance, en maîtrise dans ce lieu, aident la structure à être mieux. Donc c'est optimiser et diffuser des pratiques, c'est aider l'équipe qui est juste à côté et qui, par conjoncture, elle va moins bien. Cette diffusion, cette volonté aussi de résoudre des problèmes interorganisationnels vont aligner les équipes de la structure. Et dans leur pratique, dans leur mindset, dans leur vision produit, dans leur compréhension du rôle qu'elles jouent dans la structure. Et comme partout, on va nourrir cette envie d'amélioration continue et de recherche d'excellence. J'en ai presque fini avec le modèle. Est-ce que il y a 3 messages. Est-ce que vous avez des questions? Alors, une question d'Olivier. Est-ce que ce modèle suggère que les orgas ont naturellement plus tendance à apprendre les outils agiles avant de travailler sur leurs outils de mesure du marché? Je dirais que c'est là les structures d'outils de mesure du marché. On va être dans le lieu optimize value. C'est un shift qui est compliqué en fait pour les personnes et pour les organisations. Il faut qu'elles changent de structure. Je ne change pas de structure si j'ai pas compris, si je suis pas prêt. Euh, c'est un effort qui est coûteux en investissement et il faut vraiment que je sois convaincu de ce que je peux aller chercher. Est-ce que c'est plus clair, Olivier? Olivier? Bon, je continue. Pardon, j'ai coupé le micro. Parfait. J'allais écrire, mais c'est plus simple de parler. Non, en fait, la question, je la posais parce que du coup, enfin, là, comme ça, sur le schéma, on a l'impression que je vais d'abord apprendre un outil pour apprendre un outil et qu'ensuite, je vais finalement regarder pourquoi j'utilise cet outil. C'était plus ça le sens de la question, du coup. D'accord, ok. Voilà. Je sais pas si c'est plus clair, du coup, la question. Ouais, non, j'ai compris. Les outils que je vous ai marqués en bleu, ce sont pas des fins en soi. C'est pas parce que je fais une startup tous les jours que je vais être dans la maîtrise de ce lieu. Si j'ai pas compris pourquoi j'utilisais cet outil, ça marche pas. Il y a, dans chaque lieu, il y a une réelle prise de conscience de pourquoi je fais ça. Être dans la maîtrise, vous êtes sans doute, vous prenez dans vos vies perso, vous êtes sans doute très à l'aise dans un domaine particulier, que ce soit artistique, sportif, professionnel. Pour avoir cette aisance, cette maîtrise, vous avez voulu apprendre. Vous avez passé du temps à apprendre et vous êtes conscient que si vous passez du temps à apprendre, vous allez devenir meilleur. Vous ne pouvez pas devenir meilleur en utilisant Lean Startup sans vous, si vous vous dites pas c'est un effort, je le fais. Non, vous ne serez pas vous n'allez pas acquérir de l'aisance
par rapport à… Donc, du coup, je pensais plutôt aux outils précédents sur le focus value, Scrum, Kanban. En fait, Ouais. je vais me mettre à l'agile parce que c'est à la mode. Oui, Et finalement, en pratiquant ces outils, je m'aperçois que, en fait, ouais, j'ai un intérêt à aller ensuite vers le Lean Startup. C'est un peu comme ça que je voyais ouais, l'approche. ouais. Bah, c'est un appel d'air en fait. Et ce qui est bien, c'est que c'est assez rapide d'acquérir en tout cas par les observations empiriques, on voit que c'est assez rapide de mettre en place Scrum dans une équipe, de faire des rétros, d'avoir du feedback. On voit que c'est assez rapide. Et puis tout ce qu'il y a, hein, je relis juste mon petit schéma. Les investissements sont peu coûteux, les compétences s'acquièrent assez vite. Du coup, on se sent assez vite à l'aise ici. Et si on est sur une volonté de toujours plus, on va aller naturellement. Si on est très produit, on va aller là. On va aller dans Optimize Value. On va s'intéresser au log, à ce que font les utilisateurs. Si on est plus tech, on va sans doute passer par là. Et on peut très bien avoir une partie des PO, une partie de l'équipe qui va s'intéresser là, et une partie de l'équipe qui va s'intéresser à la partie tech. C'est pas séquentiel. La, L'apprentissage des compétences, elle sera pas linéaire, elle sera pas séquentielle. Il y aura des à-coups, il y aura des, des apprentissages parallèles, ce qui va parfois générer des conflits. C'est-à-dire que ah non, mais il faut progresser sur la tech, mais non, il faut progresser sur le produit. Bref, ça peut être confrontant au sein de l'équipe. Euh, Si elle a des espaces pour se parler, etc., ça devrait bien se passer. Et on devrait trouver une priorité et le pourquoi du comment entre ça. Est-ce que là, j'ai répondu à la question? Ok. Euh, donc là, je mets pas de temps. Là, c'est l'infini. Hein, c'est le futur de l'agile. On ne sait pas. C'est long. Je crois que sur le modèle, je vais pas vous dire de bêtises, mais sur le modèle, ils n'ont même pas mis de temps. Donc, c'est pas l'infini, mais c'est long et on a peu de retours d'expérience. Euh, j'allais marquer en jaune, mais vous allez me détester si je fais ça. Je vais marquer en rouge. On estime qu'ici, il y a à peu près 50 à 60% des équipes agiles. Je parle que des équipes agiles. Que ici, il y en a à peu près 30%. Donc vous voyez qu'il n'en reste plus beaucoup pour les autres. Et ici, on est entre 5 et 10%, et là, on est entre 1 et 3% des équipes agiles. Encore une fois, c'est des données empiriques d'observation. On n'a pas d'enquête worldwide qui nous confirme ces chiffres. Donc, on l'a un peu abordé juste là. C'est pas un carcan, c'est pas une route avec des points de passage. Vous ne devez pas, en tout cas, vous n'avez pas l'obligation de suivre le chemin dans ce sens-là. Euh, Vous pouvez faire des retours ou une fois, si vous trouvez que vous êtes très à l'aise ici, mais que vous avez perdu euh, l'aisance au niveau du lieu à alignement, revenez, reformez-vous, etc. Quand vous arrêtez le vélo pendant 3 ans, oui, le vélo, ça s'oublie pas, mais n'empêche, est-ce que vous êtes encore capable de lâcher les mains? Peut-être pas, il faut réapprendre. Donc vous allez perdre parfois de l'aisance, il faudra la réacquérir. C'est un outil qui doit vous aider, il n'est pas là pour vous contraindre. Il peut générer des conversations avec votre management, avec votre équipe, sur les compétences à acquérir, sur les investissements à faire, sur ce qu'elle veut vraiment, l'organisation. Tu veux avoir les promesses de l'agile, ok, tu vois, le chemin, il peut être long, il coûte, il faut former, il faut, etc., il faut faire tout ça. En tout cas, c'est ce que dit le modèle. On peut peut-être faire autrement. Mais là, on peut challenger un peu l'organisation dans son but et dans ses souhaits. Vous trouverez, il y a beaucoup d'écrits sur le blog agilefluency.org. Je vais vous faire si vous avez le temps, je vois qu'il nous reste 3 minutes. Je vous propose de faire un tout petit atelier que je fais avec mes équipes. Est-ce que
est-ce qu'il y a des gens qui... Est-ce que globalement, vous pouvez rester encore un quart d'heure? Allô? Je pense que les gens peuvent, là, globalement. Ouais, ok. Enfin, il y a quelques personnes qui doivent partir, mais dans l'ensemble, c'est plutôt oui. D'accord. Ah oui, mais j'ai pas fait... Pour ceux qui doivent partir, le meet-up sera en vidéo sur la chaîne Vimeo Binext. Donc, vous pourrez voir la fin. Est-ce que dans les gens qui doivent partir, est-ce qu'il y en a qui ont une question? Qu'on va pas les priver de questions quand même. J'ai pas l'impression. Ok, super. Bon, merci pour c'est clair, merci pour la présentation, merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, on va prendre un petit temps, un petit temps d'introspection. Je ne sais pas quel est votre rôle dans votre équipe, dans votre organisation. Vous allez penser à une équipe, hein, si vous avez plusieurs équipes, peu importe, vous prenez une équipe et vous listez une dizaine ou une quinzaine de pratiques agiles que vous croyez qu'elle fait bien ou pas bien, peu importe. Ça peut être votre équipe, hein. Je vous laisse un petit peu de temps. Cohen, on pourra couper ce passage de la vidéo ou pas? Faudrait que je demande à Sarah. Mais on verra. Donc, une pratique, ça peut être celle que j'ai marquée ici, mais il y en a plein d'autres. Oui, Emeline, tu peux le mettre dans le chat. Si tu veux, soit tu le fais chez toi, soit tu le fais sur des post-it, soit tu le fais dans le chat, peu importe, c'est un travail pour toi, donc tu notes où tu veux. J'ai envie de dire, c'est mieux si tu le fais sur un papier chez toi, comme ça, tu biaises pas les pensées des autres. Quand vous croyez que c'est bon, je veux bien un petit mot, un OK, c'est good pour moi, ou n'importe quoi, ou un smiley, etc. Cool, merci Mohamed. Si vous arrivez à 8 et que vous séchez, c'est pas le bac, c'est pas un concours, c'est bon 8, hein, pas de souci, hein. Ok, donc là il y a les premiers retours comme quoi c'est bon. Je mets un peu la pression sur ceux qui... Ok, cool. Top. Donc vous avez vos... on va arrêter le temps de réflexion, d'introspection, même qui est très court, je le sais. Euh, on va l'arrêter ici. Ce que je demande à mes équipes, donc c'est ça, je commence par une dizaine, une quinzaine de, de, de pratiques. Et je leur demande, est-ce que vous... Je vais vérifier qu'on voit bien ce que j'avais fait là. Ouais, ok. Euh, je leur demande de les positionner sur un Kanban comme ça. Chaque petit carré bleu, c'est une pratique, donc c'est un post-it sur lequel vous avez mis la pratique X ou A. Et je les interroge sur est-ce que c'est une compétence que vous voulez acquérir, qui est ici. Donc c'est quelque chose qui est conscient. C'est pas acquérir juste parce que on sait pas le faire. Non, on veut l'acquérir. On veut savoir faire du vélo sans les mains. On veut pouvoir faire une super roue sans les mains, etc., etc. On veut le faire.
Ça, c'est cette colonne-là. En cours d'acquisition, bah, c'est quelque chose qui est en cours. On est en train d'apprendre le TDD. On peut pas dire que c'est acquis parce qu'on le fait pas sur toutes les user stories. Tous les développeurs ne savent pas le faire, etc. Donc, c'est en cours d'acquisition. Mais encore une fois, c'est conscient. On a envie que ce soit acquis. Et acquis, bah là, c'est comme done pour vos user stories. C'est vous qui définissez pourquoi c'est acquis et pourquoi c'est pas acquis. Donc, par exemple, si on pourrait dire un daily, c'est qu'un exemple, un daily, il est acquis quand il a lieu tous les jours, que tout le monde comprend à quoi ça sert, que tout le monde arrive à l'heure, qu'on en profite pour remettre le tableau à jour, etc., etc. Et qui dure pas plus de 10-15 minutes. On passe pas 45 minutes. Bref. Donc ça pourrait être notre définition d'acquis. Moi, le travail de l'équipe et un de mes travaux, c'est de poser des questions pour savoir les règles de changement. Qu'est-ce qui fait que c'est en cours d'acquisition et que c'est pas acquis? Pour les faire, tout à l'heure j'ai dit pour générer des conversations. Là, le but c'est de générer des conversations. Donc quand on va finir, quand on va raccrocher, vous allez me poser des questions. Essayez de positionner vos pratiques dans ces trois cases-là, dans ces trois colonnes-là, voire peut-être une colonne abandonnée. Il faut aussi autoriser l'équipe à abandonner des pratiques. Et j'ai appris ça, ça me sert à rien, j'enlève. Il faut pouvoir s'autoriser des retours en arrière. Et là, pareil, pourquoi il faut c'est pas parce que c'est trop dur, ça compte pas, ou peut-être que ça compte. En fait, si, ça peut compter. Mais donc voilà, ça doit devenir un choix conscient. On sait pourquoi c'est abandonné, on sait pourquoi c'est en cours d'acquisition et que c'est pas acquis. Du coup, on sait ce qui nous manque. Donc ça veut peut-être dire qu'il faut renforcer telle pratique, il faut peut-être prévoir une réunion, prévoir une formation, recruter quelqu'un, etc., etc. Et c'est un tableau qu'on peut revoir tous les mois et demi, tous les 2 mois, tous les 3 mois. On est sur de l'apprentissage, c'est une temporalité qui est longue. Si on le revoit toutes les semaines, ça va pas forcément servir à grand chose. Et l'équipe, quand elle est contente, quand elle voit que des post-it bougent, et donc voilà, à peu près autour de 2 mois, il y a des post-it qui vont bouger. Toutes les semaines, ça peut être frustrant pour l'équipe si l'apprentissage est plus long. Moi, j'ai fini. Est-ce que c'est clair pour vous, le modèle? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que l'utilisation, un exemple d'utilisation avec ce Kanban, ça vous paraît utilisable? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à réagir par le chat. Si vous avez des questions, je laisse Gwen fermer les micros s'il faut. Oui, comme plein de modèles, Mohamed, on peut l'utiliser pour soi, à titre perso, à titre pro, on peut l'utiliser par rapport à ses compétences, etc. On peut l'utiliser pour une équipe, on peut l'utiliser pour un département, pour un service, pour une boîte entière. Pour une boîte entière, il faudra accepter que, à certains endroits, l'avancement ou les compétences ou l'aisance soient pas la même. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, c'est Mohamed. Hein. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je t'entends. Ouais. En tout cas, j'aime beaucoup cette implémentation est très claire et j'aime beaucoup cet outil-là. Hein. Il est complètement adaptable et moi, ça fait beaucoup réfléchir vis-à-vis de moi-même en tant que coach agile. J'avais une petite question sur le modèle Agile Fluency et l'échelle. Actuellement, il y a un grand enjeu qui, pour pas mal de sociétés, c'est de passer à l'échelle. Oui. Est-ce que les délais en fait, que tu mets sont plutôt une manière de se dire c'est en fonction de la taille ou tu sais, les 2 à 6 mois ou les 1 à 3 ans? Oui. Ouais, oui. C'est ça un peu ma question en fait. Donc, en fait, les délais, je répète, hein, c'est un modèle empirique qui est né d'observation.
de beaucoup d'observations, mais c'est pas c'est pas des lois strictes. Des équipes peuvent aller plus vite par appétence pour la tech, elles peuvent aller très vite. Une équipe qui a moins d'appétence pour la technique, dans le lieu deliver value, prendre, elle va prendre plus de temps. On peut s'en servir évidemment, c'est pour mettre à l'échelle, c'est-à-dire que on va passer, si on veut passer toute l'entreprise en agile, eh ben, on peut utiliser ce modèle-là pour toutes les équipes. Mais on va vite voir que les équipes vont pas aller au même rythme, ne vont pas aller, ne seront pas dans le même lieu au même moment. Euh, mais mais, euh, mais peut-être que c'est pas grave. Si on veut un modèle où toutes les équipes font la même chose au même moment, j'ai envie de dire bon courage. Et non, c'est un modèle comment dire, qui met l'accent sur la prise de conscience de l'équipe et la conscience d'apprendre pour atteindre une aisance. Donc je vais pas citer j'en meurs d'envie, mais je vais pas citer de framework à l'échelle. C'est une grosse différence par rapport à des frameworks que tu plaques, comme on voit dans des transformations agiles à l'échelle. Là, c'est vraiment pas l'idée. Si vous plaquez ce modèle-là sur des équipes, j'ai envie de dire, vous n'avez pas compris l'essence du modèle. Ah, je suis d'accord. Voilà. Parce qu'il y a quand même des frameworks comme Safe et autres qui sont très demandés. Ouais, voilà, je les ai pas cités, mais c'est à ça que je pensais. Voilà. Olivier, il est parti, je crois, mais il a dit, est-ce qu'un health check ne permet pas de valider les acquis dans le temps? Si, vous pouvez, en fait, sur le Kanban. Je suis encore là, je suis encore là. Ah, ok, cool. Je croyais que j'avais vu la petite notif, mais. J'ai un problème de connexion. D'accord, ok. Sur, les pratiques, elles vont toutes être différentes. Donc, globalement, on sera sans doute obligé de faire des definitions of done ou des définitions d'acquis propres à chaque pratique quasiment. Et on peut, en fait, on peut faire ça. Euh, et on le note on se fait une petite carte. On peut faire des cartes complètement. Je dis ça parce que, en fait, je pose la question parce que du coup, quand tu mets acquis, on a l'impression que c'est genre je l'ai fait une fois et je l'atteins une fois et après c'est bon. Ouais, bah justement, en fait, la notion d'aisance, c'est acquis, on a acquis l'aisance, et là, c'est sous pression, en fait, tu y arrives. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais au niveau pro ou au niveau perso, sportif, en musique, vous avez des domaines où même sous la pression, vous jouez, en fait, tu vois, où ça passe. Je pense à des gens qui font partie, qui sont solistes en musique, ou des très bons joueurs dans un sport, n'importe lequel, sous pression, ils arrivent encore à sortir des coups, des gestes, etc. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que si je dis je fais du TDD et que c'est acquis, ok, je te donne ça, c'est pour demain. Tu fais du TDD encore? Là, si tu dis oui, bah alors, alors tu te rapproches de l'acquisition et de l'aisance. Mais si je te mets la pression, que tu dis ah non, je te le fais sans, bah c'est pas acquis. Tu peux. Donc imaginez de la pression. Est-ce que si vous me dites oui, sous pression, je le fais, vous vous rapprochez de cette colonne-là, de la colonne acquis. Et votre health check, là, je l'ai fait tout à l'heure pour le daily. C'est peut-être pas le bon, c'était un exemple. Et vous pouvez prendre les différentes pratiques que vous avez marquées. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir acquis l'aisance sur cette pratique, et est-ce que vous y êtes en fait? Okay. Et donc oui, vous pouvez vous faire un petit encart. Vous voyez encore, j'ai pas. Ouais. Vous pouvez vous faire un petit encart avec des cases à cocher. C'est peut-être petit pour la définition de la caméra. Vous pouvez vous faire des cartes. Vous pouvez faire des cartes avec la pratique A. Et ici, les règles,
qu'il faut pour avoir cette aisance. Et vous cochez, en fait, au fur et à mesure. Vous pouvez très bien vous dire ça. C'est marqué nulle part, mais si ça fait sens pour vous, si vous avez besoin de cette grille de lecture, n'hésitez pas, en fait. Si ça simplifie pour l'équipe le moyen de se dire « Ah ouais, quand on fait ça, comme ci, comme ça, c'est acquis », ben, chassez l'implicite et explicitez-le. Ben, je vous remercie beaucoup de votre écoute, d'être resté 1h15 alors que c'était prévu 1 heure. Merci beaucoup. Vous retrouverez la vidéo sur le Vimeo de Binext et je vous fais un tout petit cadeau avant de partir. Je vous donne le lien d'une publication qui a été faite hier, qui est l'e-book Agile Fluency en français. Donc, je remercie tous les gens qui m'ont aidé pour cette traduction et je remercie Diana qui est adorable et qui m'a bien aidé aussi. Génial, Nils. Merci. Avec grand plaisir, tout le monde. À très bientôt. Merci d'être venu. À bientôt. Merci.